Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire organisé par l'International School of Paris et Expat Pro. On va aborder aujourd'hui les spécificités du baccalauréat international, le programme, le diplôme et les débouchés universitaires et professionnels. Donc vous allez pouvoir poser toutes vos questions et on vous recommande de les poser à la fin de l'intervention. Donc pour cela, on accueille aujourd'hui Courtney Knight, qui est directrice des admissions, Morgane Chatanier, conseillère d'orientation, et Damien Kerr, directeur du lycée. Donc Courtney, Morgane, Damien, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Cécile, et merci, Catherine. Bonjour à toutes et à tous. Je vois quelques-uns d'entre vous avec les fenêtres. On est ravis d'être ici aujourd'hui. On est ravis de faire cette collaboration, ce partenariat avec Expat Pro sur un sujet qui nous tient vraiment à cœur ici à l'ISP, ce qui est évidemment l'éducation, mais non seulement l'éducation internationale, mais l'éducation de l'IB, de International Baccalaureate. Donc, je me présente juste vite fait avant de passer à mes collègues pour leur petite présentation et on rentre vif dans le sujet après. Donc, comme Cécile a déjà dit, je suis Courtney Knight, je suis la directrice des admissions depuis maintenant 13 ans à l'ISP et donc j'ai le grand plaisir de rencontrer les familles qui songent à l'avenir de leur enfant, de quel chemin ils veulent prendre, quel type d'école, etc. Donc, on a l'habitude de vos questions et on vous encourage dans le chat et à la fin de cette présentation de nous les poser. Et donc, je passe à Damien pour sa petite présentation avant de commencer. Bonjour tout le monde, ça fait plus de 30 ans que je suis International School of Paris, donc toujours dans le baccalauréat international et ces derniers 10 ans je suis le directeur du lycée et je suis très content d'être là aujourd'hui. Morgane. Merci, bonjour à tous. Donc moi je m'appelle Morgane Chatanier, je suis conseillère d'orientation à l'ISP depuis 3 ans, mais ça fait aussi 10 ans que je suis dans cette école. Je suis aussi professeure de français. Donc j'espère pouvoir vous aider à faire les connexions entre le programme et ce qui se passe après le lycée. Super. Donc, quand on avait décidé de présenter ensemble, moi-même, Damien et Morgan, on s'est posé même les questions entre nous trois avec nos perspectives et nos expériences différentes. Et donc, on a décidé d'un peu partager cette présentation en quatre parties. Moi, je vais commencer un peu avec les grands bénéfices de l'apprentissage offert par le programme IB. Et peut-être la première chose que je devrais dire avant même de commencer à lancer la prochaine diapo, c'est de justement nous orienter avec le fait qu'on parle aujourd'hui du baccalauréat international, le IB, ce qui n'a rien à voir, en fait, avec le système d'éducation nationale de la France, le BFI ou le OIB. Donc là, on parle d'une organisation basée en Genève, qui a créé dans les années 60 un programme spécifique pour la préparation pour les études supérieures, qui s'appelle l'International Baccalaureate. Et donc, ça pourrait prêter confusion en France avec les noms qui se rapprochent, mais on parle aujourd'hui de l'IB et uniquement de l'IB. Après, on va passer par les spécificités du programme de diplôme. Damien, il va nous expliquer comment ça se passe concrètement pendant les 2 années dans le diplôme. Et après, Morgane, elle va nous donner quelques options. Il y en a plein. Je vous donne déjà un petit aperçu sur les chemins à l'avenir pour l'enfant qui prend ce choix de poursuivre ses études en IB. Donc, pour commencer, je nous ai déjà orienté dans le monde International Baccalaureate, mais qu'est-ce que c'est? En fait, on parle d'un programme pédagogique international qui compte aujourd'hui presque 6000 écoles dans le monde que j'ai dit a été créé dans les années 60 justement afin de pouvoir offrir à des familles qui vont peut-être changer de pays une fois, deux fois, plusieurs fois dans la scolarité de leurs enfants, un programme pédagogique en continu afin de pouvoir promouvoir ce qui est le meilleur de plusieurs systèmes ensemble. Donc en fait, quand on parle de l'IB, on parle vraiment d'un système éducatif qui n'est pas lié à un pays en particulier, mais qui est un programme pédagogique à part. On a aujourd'hui 2 millions
c'est vrai, 2 millions d'élèves de l'IB et chaque année, on a 200 000 candidats dans le monde qui s'inscrivent dans les examens du programme de diplôme. Donc, on parle des examens à la fin de la terminale. Et ce qui est peut-être moins connu, c'est le fait que la moitié de ces 200 000 élèves inscrits dans ces examens viennent des écoles publiques. Les écoles publiques primordialement aux États-Unis, mais on a tout type de structures d'écoles qui pourraient offrir à l'IB dans le monde. Mais aujourd'hui, on est en France et donc on va parler de l'IB en France. Et en France, on a 22 écoles, 22 établissements qui proposent le programme de diplôme. Ça veut dire les programmes qui s'étendent sur les 2 dernières années en terminale à l'école, dont l'ISP évidemment fait un partie. Quand on parle de l'IB, on va utiliser certains mots, on va parler des piliers de l'approche de l'apprentissage, de l'approche à l'enseignement. On va aussi parler des compétences. Et donc, je pensais judicieux justement de passer juste quelques instants sur ce slide, sur ce diapo, qui vous montre en effet les 10 caractéristiques du profil de l'apprenant. Ça veut dire que le programme pédagogique de l'IB, ça commence à 3 ans, ça va jusqu'à la fin des études du lycée. Et à chaque moment dans la scolarité, l'IB souhaite promouvoir les compétences quelles que vous voyez sur l'écran aujourd'hui. Ça, c'est en plus des contenus, évidemment, en plus de tous les extras qu'on voit dans un programme pédagogique. C'est justement d'avoir une sensibilité à l'international, une ouverture d'esprit, etc. Je vais pas tout lire, mais c'est quelque chose de très particulier à l'IB. C'est cette couche de plus d'apprentissage sur un monde en constante évolution, qui est international, qui nous demande des compétences comme la communication, etc., qui sont différents parmi les milliers d'élèves dans le monde. Donc là, je vais maintenant passer la parole à mon collègue Damien pour nous rentrer dans les détails du programme diplôme. Alors ici, vous avez le pictogramme de l'IB Diploma donc, que nous offrons ici. Si vous regardez bien, ce qui est au centre de ce modèle, c'est l'apprenant, l'élève. Donc vous allez voir que en fait, dans l'IB, il n'y a pas vraiment un bac sciences, un bac littéraire. C'est vraiment plus individualisé pour les élèves que d'autres modèles d'éducation. Donc, vous voyez les approches de l'apprentissage dans le cercle central. Et là, Courtney vous a déjà parlé de cette idée de compétence plus, autant que, pas plus que, mais autant que connaissance. Donc, quand on parle de ces approches, les qualités qu'on veut développer dans chaque élève, c'est l'indépendance, mais aussi le travail en équipe, la communication, les recherches individuelles et personnelles, l'empathie et ouverture vers les autres, l'autogestion, organisation et en fait la curiosité. C'est quelque chose qui est très très important pour nous, que les élèves mènent leurs propres recherches et ils posent des questions eux-mêmes. Morgane, est-ce que tu veux parler de la théorie de la connaissance, le mémoire et de la créativité? Avec plaisir. Euh, donc effectivement, donc, le programme de l'IB, il part de l'élève et donc de ces différentes compétences dont Damien vient de parler. Et il y a 3 composantes vraiment clés au programme du diplôme qui sont spécifiques vraiment au programme du diplôme de l'IB. Et c'est donc le mémoire, la théorie de la connaissance et créativité, activité et service que vous voyez dans le cercle intermédiaire. Et donc le mémoire, c'est quelque chose qui est très important pour nos élèves en première et en terminale. Ils travaillent dessus pendant 2 ans. C'est un travail de recherche. Donc on parlait de compétences tout à l'heure. Le mémoire, il va vraiment permettre aux élèves de développer pardon, leurs compétences de recherche, mais aussi leurs compétences de gestion du temps, leurs compétences d'esprit critique. Et l'idée, en fait, c'est qu'ils vont développer une question, donc ils créent une question de recherche. Alors, ils sont bien sûr guidés par leur professeur, chaque élève a un superviseur, et ils doivent y répondre en 4000 mots, en faisant de la recherche, en analysant différentes sources. Ils doivent répondre à leurs questions en 4000 mots, ils ont les 2 années pour faire ça. C'est un travail qui se rapproche beaucoup de ce qui pourrait être demandé à des élèves au niveau universitaire, par exemple. Et c'est pour ça que c'est une composante qui est très valorisée
souvent par les institutions d'études supérieures, parce que ça les prépare vraiment à travailler dans la recherche académique de cette manière-là. Ils ont aussi un cours de théorie de la connaissance. Alors, théorie de la connaissance, ça se rapproche un tout petit peu de la philo, si vous connaissez un petit peu le bac français, par exemple. Mais c'est quand même légèrement différent. Ça va être un cours dans lequel les élèves vont vraiment essayer de comprendre le monde qui les entoure. Et ils vont aussi essayer de comprendre la manière dont ils apprennent, la manière dont ils entrent en relation avec le monde qui les entoure. Comment est-ce qu'ils savent ce qu'ils savent, d'où vient leur connaissance, d'où vient la connaissance. Euh, et c'est vraiment un cours qui va faire travailler leur esprit critique à 100%. Et donc, il les prépare vraiment aussi bien aux études universitaires, mais aussi juste à la suite, en fait, au regard qu'on donne sur le monde. C'est vraiment comment est-ce qu'on réfléchit à ce qui nous entoure. Et ils doivent aussi compléter ce qu'on appelle créativité, activité et service. Et ça, c'est un programme qui est inspiré de ce qu'ils peuvent voir en classe, mais c'est quelque chose qui va aussi se développer à l'extérieur de la classe. Et on va leur demander de faire donc du service à la communauté, par exemple. Donc, il y a des élèves, ils peuvent aller faire du bénévolat, euh, se former dans quelque chose qu'ils ne connaissent pas. On va leur demander de développer leur sens créatif aussi. Donc, par exemple, ils peuvent apprendre un nouvel instrument. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui est aussi très utile pour eux dans la compétence sociale, vraiment de relations avec les autres et aussi envers eux-mêmes parce que c'est vraiment un endroit du programme où ils peuvent développer leurs intérêts, essayer de comprendre ce qui les anime, ce qui les intéresse vraiment. Et ça, bien sûr, pour la suite de leurs études, s'ils souhaitent aller à l'université ou c'est vraiment, ça va leur permettre aussi de se distinguer d'autres élèves, d'avoir cette opportunité-là au sein du programme. Merci Morgan. Alors, pour les connaissances, on a parlé beaucoup de compétences, mais il y a aussi les connaissances qui sont très, très importantes dans le bac international. Et quand on regarde le modèle dans le cercle qui est encore plus loin du centre, on voit tout en haut les études en langue et littérature. Chaque élève doit étudier sa langue maternelle. Je vous ai expliqué qu'il n'y a pas qu'un seul modèle, il y a beaucoup, beaucoup de choix. Et donc, il y a beaucoup de langues qui sont disponibles dans l'IB. Nous, dans notre école, on a anglais et français, bien sûr, mais on a aussi japonais, coréen, italien, allemand, norvège, etc. Et chaque élève est obligé de suivre un cours de littérature dans sa langue maternelle. En haut à gauche, on a l'acquisition de langues. Donc, chaque élève est obligé d'apprendre une nouvelle langue ou s'il est bilingue, il peut encore faire deux langues en littérature. Mais l'idée d'apprendre une deuxième langue, c'est l'ouverture d'esprit vers l'autre, c'est la compréhension de cultures différentes que le sien. Et on voit beaucoup d'évolution dans les habitudes et les actions des élèves en apprenant une deuxième langue. En haut à droite, donc, et là encore, chez nous, on a des anglophones qui apprennent le français, on a des francophones qui apprennent l'anglais, on a des anglophones et français francophones qui apprennent l'espagnol ou le chinois, etc. Et ça, c'est commun à toutes les écoles d'IB. En haut à droite, on a les individus et sociétés. Et là, c'est un peu les sciences sociales. On a histoire et géo qui sont deux matières distinctes, mais il y a aussi la politique internationale, il y a l'économie par exemple. Encore, il y a beaucoup de choix et chaque élève a la liberté de prendre la matière qu'il veut étudier à ce niveau aussi. En bas à gauche, on a les sciences et comme l'histoire géo, physique, chimie, ce sont deux matières individuelles et à part entière. Donc, encore, il y a une profondeur d'études qui est très, très importante. Mais aussi, les élèves peuvent choisir, par exemple, la biologie ou les systèmes environnementaux qui sont vraiment utiles de nos jours. En bas à droite, il y a les mathématiques. Tous les élèves doivent prendre les mathématiques, mais il y a des cours un peu différents.
plus des mathématiques appliquées ou des mathématiques pures, par exemple. Et puis, en bas, il y a les arts. Donc, chez nous, les élèves peuvent étudier le théâtre, le film, la musique ou les arts plastiques, mais aussi les élèves ont la possibilité, au lieu de prendre une matière artistique, ils peuvent choisir, par exemple, une deuxième science ou peut-être une troisième langue, si c'est ce qu'ils veulent faire. Parce que, encore, cette idée de mettre l'élève au centre du choix, c'est très, très important pour nous. Donc, et pour l'IB en général. Donc, à l'âge, pardon, toutes les matières, en fait, une des choses qui est très, très importante dans l'IB, c'est qu'il n'y a pas de, il y a pas de coefficient. Donc, chaque élève, chaque matière est autant important que toutes les autres. La classe d'art plastique compte autant que la classe de maths, qui est pareil que la classe de anglais en langue, acquisition de langue. Par contre, il y a deux niveaux possibles dans chaque matière. Donc, on peut choisir niveau moyen ou niveau supérieur. Il y a au moins trois des matières doivent être à niveau supérieur. Mais encore, le niveau supérieur compte autant que les niveaux moyens. Il n'y a pas de différence du tout dans l'importance. Et puis, comme Morgane a expliqué, il y a les trois composantes aussi. Ce qui est intéressant, c'est dans chaque matière, il y a une partie de recherche pour les élèves, donc de recherche individuelle et personnalisée. Ils doivent vraiment choisir une question et vraiment s'investir beaucoup sur la recherche pour répondre à ces questions. Donc, est-ce que j'ai oublié quelque chose, Courtney et Morgan, ou est-ce que... Non, mais je peux, si tu me laisses, Damien, je peux Oui? peut-être prévoir une question que quelqu'un qui nous écoute pourrait avoir. C'est que ben, ça semble super, c'est génial. Si j'ai jamais fait l'IB et je suis un élève en troisième ou en seconde même et je songe rejoindre ce programme Mhm. diplôme, est-ce que c'est possible ou est-ce que c'est un choix que je dois faire très tôt dans ma scolarité? Non, non, pas du tout. Chaque élève peut commencer, entrer dans le monde IB à tout moment. Il y a nous avons des élèves qui ont fait toute leur scolarité dans le système IB, mais on a aussi des élèves qui arrivent au début de première, grade 11, on l'appelle, pour commencer le diplôme et ils ont beaucoup de réussite aussi. Ils ont de très, très bonnes notes. Donc, c'est pas quelque chose qui est essentiel. Bon, il y a des petits avantages s'ils ont déjà fait parce ils ont une idée de toute la terminologie, mais c'est pas du tout quelque chose qui est important. Ce qui est important, c'est l'ouverture d'esprit et la capacité d'avoir une réflexion sur soi et sur son travail. C'est ça qui est très important. Super, merci. Je vais avancer le diapo. Oui, donc à l'âge de 16 ans, quand un élève est en seconde, il y a beaucoup d'élèves qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire plus tard dans leur vie, plus tard dans leur scolarité, particulièrement dans les études supérieures. C'est parfaitement normal. Il y en a aussi des élèves qui savent parfaitement ce qu'ils veulent faire. Ils ont découvert leurs intérêts et ils ont une très bonne idée de ce qu'ils veulent faire à la fac ou ailleurs après le lycée. Donc, nous, on s'investit beaucoup dans chaque élève aussi pour que ils choisissent les meilleures matières pour eux-mêmes. Et on a trois questions clés qui se posent et qui vont les guider dans leur choix. Et la première, c'est qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce qui t'intéresse? Où est-ce que tu sens content, heureux, épanoui? Ça, c'est la première. Et la deuxième, où est-ce que tu trouves du succès? Dans quelle matière tu as des bonnes notes? Où est-ce que tu es fort? Et les deux sont très, très importants dans le choix des matières parce que si on va passer 2 ans en train de travailler sur des matières, c'est bien si c'est quelque chose qu'on aime et on a du succès parce que sinon, ça complique les choses. Donc, et ça les prépare aussi pour leur futur parce que tout le monde, si possible, veut passer du temps en ayant du succès et aussi faisant des choses qui les intéressent. Une troisième question aussi, par contre, c'est que quelles sont les matières qui vont t'amener où tu veux aller ou qui vont laisser les plus de portes ouvertes pour ton avenir? Donc, qu'est-ce qui va vous amener dans les facs ou le pays ou la matière que tu veux étudier plus tard dans ta scolarité?
Une fois que l'élève sait ce qui l'intéresse, où il est fort et ce qui va l'amener où il veut aller, les choix de matière sont très très faciles et les combinaisons, on va essayer de les faire. Donc voilà. Après les 2 ans d'apprentissage de IB, il y a la question de la suite. Et Morgane et son équipe sont très très expérimentés dans l'organisation et les conseils aux élèves. Donc je vais passer la parole à Morgane. Merci Damien. Oui, j'imagine que si vous êtes là aussi, c'est effectivement pour avoir une petite idée de ce qu'on peut faire avec l'IB plus tard. Euh, et donc, comme l'expliquait Damien, effectivement, le bloc études, ça va être vraiment. Il y a plusieurs choses à considérer en termes de parcours, là, effectivement, d'études supérieures, mais ça peut être aussi juste le parcours de la suite, en fait, après le lycée. Le bloc études, c'est effectivement un bloc très important. C'est pour ça que le choix des matières est important. Les élèves vont être très accompagnés dans cette réflexion-là. Encore une fois, on revient à cette idée de réflexion, d'apprendre à se connaître, de savoir effectivement ce qu'on aime ou ce qu'on aurait envie de faire. Un des gros avantages de l'IB, c'est que effectivement, vu que vous choisissez un petit peu vos matières, nous dans notre école, je ne sais pas s'il y a 2 élèves qui ont exactement le même emploi du temps. Euh, Ça veut dire que s'il y a des centres d'intérêt très différents, par exemple, on a un élève qui adore le théâtre et aussi adore la physique. Avec l'IB, il a la possibilité de faire ces 2 matières à un niveau avancé, à un niveau supérieur, sans problème. Ce qui veut dire que ça lui laisse aussi une certaine flexibilité dans sa décision pour la suite de ses études. Euh, et donc, oui, c'est vraiment un gros avantage de l'IB et ça permet aussi d'avoir des élèves qui ont vraiment un panel de connaissances divers et variés qui est très recherché au niveau des institutions supérieures. Les études, ça va être aussi important, bah, bien sûr, en termes de notes. C'est pour ça qu'on vous dit, on leur dit, essayez de choisir des matières dans lesquelles vous allez avoir du succès. Les universités, elles vont souvent regarder les notes à partir de la seconde, parfois de la troisième, même si elles se concentrent sur les résultats de première et de terminale principalement, euh, suivant les pays. Seconde, première, terminale, c'est quand même important. Donc voilà, l'IB permet vraiment aux élèves de se construire un bloc études assez solide qui leur ressemble. Euh, c'est vraiment l'idée. Ensuite, une autre étape importante, c'est vraiment l'exploration. Ok, parce que effectivement, peut-être qu'il y a des élèves qui savent déjà ce qu'ils veulent faire. Ils arrivent en seconde et ils savent déjà que de toute façon, ils vont faire médecine et ce ne sera pas autrement. C'est ça qu'ils veulent faire depuis très longtemps. Et donc, bon, c'est assez clair pour eux le chemin à prendre. On les encourage quand même à toujours explorer. Et par exploration, l'exploration, elle va venir vraiment dans la communication. Ok, encore une fois, une autre des compétences de l'IB, c'est communiquer, échanger. Dans les discussions qu'on peut avoir, les discussions, elles commencent bien sûr à la maison, avec leurs parents, avec vous, autour de la table. Essayer de s'informer un petit peu sur les différentes options, les différents métiers. Elle va continuer aussi à l'école. Et là où, de ce qu'on explique hein, depuis tout à l'heure, c'est que quand même, dans le programme de l'IB, l'élève, il a une forte euh, présence. Euh, et le professeur joue un petit peu comme un guide et on va souvent travailler de manière individuelle avec les élèves. On a quand même des rapports assez privilégiés entre professeurs et élèves. Euh, et ça, c'est aussi utile au moment de commencer à réfléchir à la suite. Parce que les professeurs vont être une autre figure euh, qui peut leur donner des informations. Les professeurs, ils ont aussi fait des études, ils ont souvent beaucoup voyagé, ils ont parfois une variété de parcours universitaires et professionnels très variés qui va être très riche pour les élèves. Et donc, ici, il y a une source de partage aussi très intéressante pour l'exploration. Le fait de rejoindre aussi une école IB, ça permet d'ouvrir
de s'ouvrir à la communauté de l'IB et notamment à CIS, qui est le Council for International Schools. Et c'est tous les ans, CIS, ils organisent des salons. Il y en a un tous les ans à Paris, par exemple, au mois d'octobre, mais il y en a vraiment partout dans le monde, où ils vont faire venir des universités de partout dans le monde. Il y a souvent plus de 200 institutions qui viennent pour rencontrer spécifiquement les élèves de l'IB. Et donc, c'est aussi explorer à travers ce réseau-là. Et bien sûr, le dernier pilier, qui est peut-être un des plus importants, c'est la réflexion. C'est vraiment, OK, se poser les bonnes questions pour la suite, pour ce qui va se passer après le lycée. C'est: est-ce que je souhaite aller à l'université? Est-ce que je souhaite continuer mes études? Ou, en fait, non, je préférerais faire une année sabbatique pour, développer, des compétences, plus pratiques, faire un stage. Parfois, on a certains élèves qui doivent faire un service militaire. Hem et donc choisir, se dire: «OK, si je souhaite aller à l'université, où est-ce que je souhaite aller?» Donc, est-ce que je veux rester en France? Est-ce que je veux aller à l'étranger? Est-ce que je souhaite être dans une petite ville? Est-ce que je souhaite être dans une grande ville ou plutôt dans un endroit un peu isolé? Est-ce que je souhaite rester, près de mes proches? Est-ce que je souhaite, m'en aller très, très loin? Est-ce que, le prix est important? Est-ce que c'est important pour moi qu'il y ait une grande diversité, au sein, du corps enseignant ou des étudiants? Est-ce que je souhaite une pédagogie plutôt traditionnelle ou quelque chose de plutôt, intimiste comme on pourrait l'avoir, dans l'IB? Donc tout ça, ce sont vraiment des questions très importantes à se poser parce qu'au final, vous allez le voir, l'IB, ç ça vous permet d'aller n'importe où et d'étudier une très grande diversité de matières. Là, c'est juste pour vous donner un exemple de nos élèves, parce que c'est c'est la population qu'on connaît. Mais juste pour vous donner un exemple, vraiment, on a des élèves qui vont étudier partout dans le monde. Effectivement, vous voyez que la Grande-Bretagne, ça va être, très populaire, mais aussi parce que, ils proposent, des programmes en anglais. On a souvent quand les élèves font l'IB, souvent ils veulent continuer, dans un milieu anglophone. Donc ça fait assez logique qu'ils choisissent des pays comme la Grande-Bretagne, les États-Unis. Mais de plus en plus, on voit se développer en Europe des programmes en anglais. Beaucoup en business et management, mais pas seulement. Aux Pays-Bas, par exemple, il y a un grand nombre d'institutions qui offrent des programmes en anglais et ils ont une qualité, d'enseignement très, très forte, aux Pays-Bas qui est très attractive pour les élèves. Hem mais c'est pas limité que à ça. Vous voyez, on a des élèves qui vont aussi étudier en Corée, qui vont en Inde, en Australie, donc on est vraiment, ça vous permet vraiment d'aller n'importe où et ça vous permet aussi d'étudier énormément de choses. Comme on le disait tout à l'heure, hein, vous avez la possibilité de combiner des matières, une grande variété de matières. Vous avez les 6 matières, qui vous préparent très bien à différentes, différentes spécialités, pour la suite. Donc, vous le voyez ici, on a beaucoup d'élèves qui partent dans les sciences, sociales, sciences humaines, beaucoup de relations internationales, droit. On a aussi beaucoup d'élèves qui sont, intéressés par tout ce qui est ingénierie, hem, architecture, mathématiques, tout ça. La médecine, tout ce qui est en lien avec la santé, est aussi très populaire. On a aussi beaucoup d'élèves qui partent dans le business, et on a aussi beaucoup d'élèves qui partent dans l'art, que ce soit pour la mode, pour la musique, pour l'industrie, du film. Hem, c'est un des avantages aussi du programme de la vie, c'est qu'ils ont un programme, des matières artistiques très fortes et très, développées qui ont la même pondération comme l'expliquait Demian tout à l'heure. Donc grande variété de pays, grande variété de de matières, possibles. Comme on est en France, on voulait quand même parler un petit peu de la reconnaissance de l'IB en France. Donc l'IB est bien sûr reconnu dans le monde et donc bien sûr reconnu en France, de manière plus ou moins, hem,
forte dépendant des universités. Je reviendrai un petit peu sur ce point. Mais si vous êtes intéressé pour faire plus de recherches, l'organisation de l'IB a un portail qui permet d'aller voir par pays le nombre d'élèves IB qui sont admis dans ces pays-là, mais aussi par institution, donc par université. Donc si par exemple vous avez une idée d'une université en France, vous pouvez aller voir et vous dire, ah ok, effectivement, eux, ils ont déjà recruté des élèves de l'IB. Ça peut rassurer parfois. Et l'évaluation pour entrer, ça va être un peu comme dans le reste du monde. Ils vont regarder effectivement vos notes, aussi beaucoup vos motivations, les lettres de motivation, les entretiens. Ils vont regarder qui vous êtes en tant qu'individu. Et c'est là aussi qu'interviennent, on parlait du mémoire tout à l'heure et aussi de créativité, action et service. Ça va vraiment être là que les élèves vont pouvoir parler d'exemples spécifiques qu'ils ont pu expérimenter au sein du programme du diplôme. Et souvent, on va aussi demander un niveau de langue, mais ça, j'en reparlerai un petit peu après. Donc, si vous voulez rester en France, continuer à étudier en anglais, c'est une possibilité. Il y a de plus en plus d'écoles qui proposent des programmes en anglais, souvent sans prérequis en français, et qui vont vraiment proposer une vraie expérience internationale qui est souvent attrayante pour des élèves qui sortent d'un programme IB où ils ont été en lien avec une grande diversité internationale. Vous avez des écoles comme Sciences Po, par exemple, qui proposent un cursus tout en anglais, soit en restant en France, ou bien en faisant des doubles diplômes avec un grand nombre d'institutions dans le monde entier. Ils ont par exemple des doubles diplômes avec Columbia, Berkeley, UCL aux États-Unis, UBC au Canada. Il y a aussi d'autres institutions dans le reste du monde. Il y a quelques écoles d'ingénieurs. On les compte sur les doigts d'une main, les écoles d'ingénieurs en France qui proposent des programmes en anglais. Mais comme on est très réputé en France pour l'ingénierie, c'est bien qu'il y ait ces programmes-là. Il y a Polytechnique qui propose un bachelor en anglais. Centrale Supélec aussi qui propose des doubles diplômes avec McGill. L'INSA Lyon, l'ECAM Lyon, qui est une des seules écoles qui va proposer un programme en anglais sur 5 ans en école d'ingénieur. Donc, il y a des possibilités de ce côté-là. Il y a un très grand nombre d'écoles de commerce qui proposent ce qu'on appelle des Global BBA. Et ça, vous allez en trouver dans quasiment toutes les écoles de commerce en France. Là, je vous ai mis l'ESSEC, l'EDEC, le SCP, mais c'est vraiment une liste non exhaustive. Et ce qu'on voit arriver tout doucement, mais de plus en plus, c'est certaines universités publiques, comme par exemple Panthéon-Sorbonne, qui vont proposer des licences en anglais avec un niveau de français moindre. Et des licences complètement en anglais. Ils ont ouvert par exemple une licence en économie, c'est tout nouveau. Donc ça arrive vraiment tout doucement dans le service, enfin dans les institutions publiques qui souhaitent justement parer à toutes les offres euh, d'autres écoles. Et bien sûr, vous pouvez aussi étudier et rester en France et étudier en français. Aussi, par exemple, si vous voulez faire médecine, la majorité des écoles d'ingénieurs, si vous êtes droit, psycho, enfin toutes les matières qu'on peut connaître plus traditionnelles. Pour ça, ça va être en français, généralement. Souvent, on va vous demander un niveau de langue, ce qu'on appelle le niveau B2 ou C1 au niveau du CECR. Il faut passer un test pour l'obtenir. Et bien que l'IB en tant que tel, les cours de français, littérature ou de français acquisition des langues dans l'IB, ils ne sont pas certifiants pour ce niveau de français, mais en revanche, ils vont vous préparer, ils vont vous donner des connaissances qui vont vous permettre d'atteindre ces niveaux-là sur les certifications nationales ou internationales. Et je profite une petite pause de Morgane de mentionner la plateforme Parcoursup parce que chaque fois qu'on reçoit une famille qui réfléchit entre les programmes différents, ils se demandent, bon, est-ce que si je veux justement aller dans le système public pour les études supérieures en France, est-ce que c'est reconnu sur la plateforme Parcoursup? Donc, je passe la parole pour que tu nous donnes les informations. Merci pour la question. Effectivement, Parcoursup, c'est toujours une grande question. Oui, c'est possible de postuler sur Parcoursup avec un diplôme IB.
vous cliquez une petite case et ça vous change le dossier d'inscription pour pouvoir remplir les matières et que ça corresponde à l'IB et au système de notation de l'IB. Après, il faut savoir que il y a de plus en plus d'universités, effectivement, qui reconnaissent le diplôme et pour lesquelles il n'y a aucun souci. Il y a quelques universités pour lesquelles c'est plus compliqué. Donc, si vous souhaitez rester en France, étudier en français avec un diplôme IB, c'est pas toujours l'option la plus simple. Ça va demander de la recherche de votre côté, ça va demander de contacter les universités. Mais comme je vous le dis, il y a aussi de plus en plus d'universités qui se familiarisent avec ça. Je sais que l'IB travaille avec les gouvernements de différents pays justement pour faire reconnaître le pays. C'est notamment le cas en France. Euh, et, et tous les ans, nous, on a des étudiants je sais que par exemple, Paris Cité, ils acceptent l'IB en médecine. Donc, tous les ans, on a des étudiants qui postulent par Parcoursup et qui reçoivent des offres. On a aussi des étudiants qui ont fait des licences en business environnemental en Bretagne. Donc, il y a possibilité de le faire. Super, merci. Je pense que maintenant, notre présentation est à peu près terminée. Et donc, on lance la partie questions ouvertes. Je passe peut-être à Cécile et Catherine pour nous aider à gérer le Oui, forum. Je vais arrêter le partage comme ça on se voit. Mais je tiens encore une fois à vous remercier, Cécile et Catherine, pour cette opportunité justement de présenter ce programme qui pour nous est vraiment le chemin doré pour nos élèves. Donc merci, merci d'avance. merci, merci à vous deux voilà, tous les trois pour cet exposé déjà bien complet. Et c'est vrai qu'on a de plus en plus fréquemment des familles qui nous posent, nous, des questions voilà, sur l'IB, en fait, hein. Donc, c'est pour ça aussi qu'on est ravis que vous puissiez apporter ces informations. Alors, il y a... Je voudrais juste intervenir. Je sais que tu vas te charger des questions qui sont posées, Catherine, certainement dans le chat. Moi, je voudrais juste intervenir à titre de témoignage. Mes enfants ont fait l'UBI. Et ce qu'ils retiennent aujourd'hui, c'est pas très récent non plus. Enfin, ils sont jeunes adultes maintenant. En tout cas, ce qui est revenu dans leur bouche à chacun, à propos de l'IB, c'est: maman, qu'est-ce que ça nous a aidé pour la première année d'université ou pour notre première année universitaire? Et c'est étonnant parce qu'ils ont trois parcours très différents, trois personnalités très différentes. Et pour les trois, c'est la chose qui est le plus revenue. Merci d'avoir fait l'IB. Ça a été un vrai plus pour notre première année universitaire. Voilà, c'est pas pour faire de la pub, c'était juste pour donner un témoignage sur sur l'après IB, en fait. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui revient aussi beaucoup. C'est un retour qu'on a aussi énormément, nous, de nos élèves qui ont reçu leur diplôme et qui reviennent. C'est qu'effectivement, l'IB, le programme du diplôme, c'est un programme très intense et très demandeur. Ça va demander du temps, de l'énergie. Mais effectivement, quand ils reviennent après nous voir lors de leur première année d'université, ils nous disent, OK, mais on comprend en fait pourquoi on a fait tout ça. On voit les autres à côté, on voit ce qu'ils doivent apprendre et ce que nous, on sait déjà, que ce soit en termes de compétences ou de contenu. Et c'est vrai que ça fait une différence à ce moment-là. Alors moi, je rajouterais aussi qu'effectivement, l'IB est de plus en plus connu et reconnu, mais les principales inquiétudes, moi, qui parviennent jusqu'à moi de la part des parents, notamment, c'est effectivement quelle est la reconnaissance, notamment en France, voilà, de l'IB lorsque leurs enfants, lorsque c'est une famille expatriée, que l'enfant a préparé l'IB à l'étranger. Et donc, je crois que c'est un petit peu ça correspond d'ailleurs aux questions que pose Isabelle dans le chat. Elle dit: mes enfants sont à l'étranger, alors comment est accepté l'IB dans les universités françaises avec un programme français, donc pas en anglais, précise-t-elle, du moment que les étudiants parlent français, bien sûr. Et puis ensuite, effectivement, ce qui va un petit peu avec, est-ce obligatoire de passer par Parcoursup pour postuler en France en venant de l'étranger avec un IB? Je ne sais pas qui, c'est peut-être Morgane, voilà, C'est qui moi qui peut. vais répondre à cette Oui, question. Euh, donc oui, effectivement, alors nous on a une position un tout petit peu différente parce qu'on se situe en France. oui, Euh, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, ça va vraiment dépendre des institutions.
Il y a de plus en plus d'institutions qui reconnaissent l'IB. Mais effectivement, c'est pas toujours la route la plus facile. Ça va être, c'est faisable, mais ça va vous demander un petit peu de recherche, euh, de liens de communication avec les universités. Ça veut dire ne pas hésiter à les contacter, à les appeler, à leur envoyer un email pour s'assurer. Je sais que moi, la première fois, la première année où j'ai une étudiante qui justement voulait faire médecine, absolument rester en France, ils ont contacté les universités directement. Et les universités, souvent, elles sont assez, elles vont vous le dire, hein. Si elles l'acceptent pas, elles vont vous dire non. Et si elles l'acceptent, elles vous diront oui. Ce qui vous permet de faire une liste qui correspond à ce que vous avez. Euh, Après, si donc étudier à l'université en français avec un programme en français, est-ce que vous êtes obligé de passer par Parcoursup? Oui, si vous voulez aller dans une université publique et faire un programme en français. Euh, En règle générale, j'ai envie de dire oui si vous voulez étudier en français. Là où vous aurez pas besoin de. Après, ça, ça dépend aussi de si vous étudiez. Alors attendez, pardon. C'est souvent des cas particuliers, en fait, hein, Oui, mais C'est effectivement. c'est souvent ça. ça en fait, hein. Donc c'est pour ça que je vous dis Difficile de de ne faire une pas réponse globale. hésiter à contacter. Parce- Donc s'ils étudient l'IB à l'étranger, donc ils sont pas dans une école française à l'étranger, j'imagine. Euh, et donc oui, je pense qu'il faudra postuler C'est par ça. Parcoursup. Oui, alors là, vous avez un micro, dites-moi. Pardon, oui, c'est peut-être plus simple. Oui, c'est ça, c'est dans le cadre d'un retour en France, en étape universitaire, est-ce qu'elles peuvent postuler avec un IB en main, aucun diplôme français, baccalauréat ou quoi que ce soit, et postuler comme n'importe quel bachelier français aux universités françaises, effectivement publiques dans ce cas-là. Si elles veulent faire, c'est pas fac de géo, notaire, est-ce qu'il faut qu'elles réintègrent un Parcoursup ou est-ce qu'elles peuvent juste se présenter dans ces universités? Est-ce qu'il y a des places dédiées au circuit international, on va dire, hein, et à l'IB? Non, il faudra automatiquement qu'elles passent par Parcoursup. Si elles ont un passeport français, si elles ont la Oui, nationalité c'est le française. cas, mais du coup, on est Après, déconnecté. Il faut faire ça en individuel dans ce cas-là, c'est ça? Enfin, faut. sinon, il y a des procédures administratives comme le DAP, que c'est ils appellent ça le dossier vert, pour les retours en France. Mais souvent, si vous avez la nationalité française, il va falloir passer par Parcoursup. Et vous pouvez passer par Parcoursup sans avoir de lien avec une école, un Ah, lycée d'accord. français. Ok. Faut juste, c'est juste en fait ce que vous allez faire, et c'est ce que enfin c'est ce qu'ont fait nos étudiants par le passé, c'était de postuler sans numéro INE, qui est le numéro d'identification de l'éducation nationale. Vous juste vous cliquez et vous rentrez à la main toutes les informations. D'accord. Voilà. Mais ouais. Je pense que quelque chose qui revient avec justement ce type de conversation, c'est l'importance de l'accompagnement avec non seulement avec la réflexion de quel type de programme ou quel chemin à poursuivre, mais aussi avec l'école où vous vous trouvez actuellement. On est très chanceux ici à l'ISP d'avoir une équipe, je dis équipe parce que ce n'est jamais un travail d'une personne, mais une équipe de personnes qui sont là justement pour épauler les cas individuels. Mais ce qui revient aussi, c'est que dans tous les cas, il y a quand même les sous-cas et les sous-cas et les sous-cas. Donc, on va jamais être avec un A4 avec le chemin à poursuivre de A à B à Z. En fait, c'est vrai que ça demande énormément de temps. Et l'avantage de l'IB, c'est qu'en fait, on a toutes les portes qui sont ouvertes, mais décider quelle porte, dans quel pays, dans quelle matière, c'est ça ce que je dis souvent aux parents qui sont, je dis, l'IB va vous ouvrir le monde. Et c'est peut-être ça qui est différent que d'autres programmes qui sont plutôt renfermés nationalistes. C'est que, en fait, avec l'IB, on pourrait aller, on pourrait envisager de partir ailleurs, de changer de type de programme, d'études supérieures, etc. Donc, c'est vrai qu'on attend que nos élèves, avec un accompagnement, qui vont faire ce genre de réflexion, poser des questions, appeler les universités en France ou ailleurs afin d'avoir les réponses.
Mais en revanche, effectivement, ce que je vous conseille, c'est de commencer les recherches assez tôt. Mm. Parce que les réponses, vous allez les trouver en fonction de chaque cas individuel. Mais c'est vrai que c'est bien de commencer le plus tôt possible. Il y a beaucoup d'informations sur le site même de Parcoursup. Ils ont un petit tableau, je me souviens justement, avec en fonction de la nationalité, d'où vous vivez, qui est assez bien fait pour nous. Merci, Morgane. Alors, une question aussi donc de Valentine. Certains de vos élèves ont-ils déjà fait des études de vétérinaire en France? Ils ont déjà postulé et ils n'ont jamais été acceptés. Après, vétérinaire, c'est des études qui sont très sélectives. Sélective. C'est un élève qui avait postulé en France et aussi dans d'autres pays. Il a été accepté nulle part en vétérinaire. Donc là, j'ai pas d'exemple d'élèves. En tout cas, moi, de mon époque, non. Damien, je sais pas si tu as quelqu'un en tête. On a des élèves qui sont partis devenir vétérinaires, mais pas en France. C'est quelque chose qui est bien précis et il n'y a pas beaucoup d'élèves, je crois, en général, qui postulent. Donc, on a peut-être un élève tous les 5, 6, 7 ans, je dirais. Donc, c'est un peu confidentiel comme Ça matière, ne veut pas dire que mon ça soit expérience. impossible, hein. Sans Non, doute. non, c'est pas Ah oui, possible non, non. du tout. Voilà. Non, c'est les élèves qui veulent étudier la médecine, c'est plutôt humain. Merci. Donc, Adeline demande s'il y aura une réunion pour présenter l'ISP en particulier. Ah Alors, bah, je dis, de mon point de vue des admissions, merci déjà, Adeline, pour cette question. Et on n'a pas planté cette question. Je tiens à dire que pas du tout. On est là. C'est une école à taille humaine qui est là pour accompagner la recherche. On a une équipe de professionnels dans notre équipe des admissions, justement tous les jours de la semaine, toute l'année, avec juste un email ou un appel téléphonique. On lance la conversation. Et je pense que même idéologie que l'IB, c'est qu'on est là pour accompagner en recherche, pour vous donner des informations, que ça soit sur l'ISP ou d'autres, parce que on sait que le choix de l'éducation est quand même le choix pour une famille et que on a plein de choix. On est chanceux d'être ici à Paris avec plein de choix différents. Donc, n'hésitez pas de prendre contact directement avec nous et on va vous aider au mieux. merci. Peut-être, Courtney, on peut mettre ton adresse email dans le Bien chat. Moi, sûr, bien sûr. je suis en train de mettre le, ah, non, je sais pas bien. Voilà le Je suis en site train de web. mettre le site web. Voilà, l'info est passée. D'autres questions? N'hésitez pas, hein, profitez-en. Vous avez là des Moi, interlocuteurs. j'ai une question. Est-ce que quand on choisit ces matières en équivalent première, on est jeune en fait, hein, en équivalent première, et puis au bout du premier trimestre, par exemple, on se rend compte ben, qu'on a fait une erreur, que cette matière-là, ça correspond pas à ce qu'on souhaitait, etc. Est-ce qu'il y a une petite flexibilité pour en tout début de parcours de rechanger de matière? Moi, je dirais oui. On a des élèves qui se rendent compte petit à petit au début du mois de septembre jusqu'au peut-être Toussaint qu'ils ont choisi les mauvaises matières ou ils ont fait une erreur. Donc, ça peut être aussi une différence de niveau. Ils ont choisi, par exemple, littérature supérieure et en fait, ils préfèrent faire niveau moyen. Donc oui, il y a toujours une possibilité, une petite flexibilité. Je dirais, le plus longtemps que ça reste, euh, le plus difficile ça devient. Nous, on dit en principe, ça devrait être fait, décidé avant tout ça, mais on a toujours des élèves qui, peut-être en ce moment de première, ils sont en train de se poser des questions, mais le plus vite qu'ils décident et qu'ils changent, le mieux c'est. Donc, Et moi, si je peux juste rajouter, d'un point de vue justement universitaire, euh, il y a aussi un grand nombre de pays qui demandent à ce que vous ayez fait, par exemple l'Allemagne, c'est un pays qui demande à ce que vous ayez fait 2 ans complets des matières que vous avez choisies. Donc c'est aussi quelque chose d'important à considérer. Et donc
faire le changement tôt dans l'année, oui. Attendre, là, ça devient un peu... Là, c'est un peu tard. Ouais. Mais oui, et après, il faut savoir que c'est aussi quelque chose, s'ils sont, par exemple, s'ils sont avec nous déjà en seconde, à la fin de la seconde, mais même avant, on leur présente, on leur parle des cours. Je sais qu'il y a d'autres écoles aussi qui proposent des pre-IB classes. Donc, internationalement, il y a des choses qui sont faites pour leur permettre de réfléchir à ça bien en amont. Nous, le choix des matières, par exemple, c'est quelque chose dont on commence à parler là. Enfin, on en a déjà parlé avec nos secondes actuelles. Donc, c'est une réflexion qui se fait vraiment sur le long terme, à Voilà, l'image de l'IB ce qui évite finalement. justement après coup de se dire que, voilà, qu'on a peut-être fait une erreur. D'accord. Alors, une question aussi d'Isabelle, comment différenciez-vous le A-level et l'IB? Moi, je peux prendre ça, si vous voulez, Morgan, Bien si tu sûr. veux, Morgan. Bon, il y a plusieurs différences, je dirais. Tout d'abord, les élèves qui font A-level, ils font trois, voire quatre matières. Un niveau supérieur, c'est un programme qui est très ciblé. Donc, typiquement, les élèves qui font A-level, ils font physique, chimie, maths, par exemple, ou français, anglais, histoire. Donc, une des grandes différences avec l'IB, c'est que le fait que c'est pas concentré sur deux, trois, quatre matières ou une partie du programme. Par exemple, les sciences ou les langues. L'IB, tout d'abord, il faut faire les deux langues, il faut faire histoire ou géo, éco, il faut faire une science, il faut faire les maths, et puis il faut faire une sixième matière. Ça peut être l'art, les arts, comme je vous ai expliqué. Donc ça, c'est la première différence. La deuxième différence, je dirais, c'est la partie dont Morgan a fait référence, le cœur du programme avec la théorie de la connaissance. Cette analyse de savoir et de connaissance, les élèves sont obligés de suivre. Le mémoire, qui est énorme, une énorme différence, c'est les 4000 mots de recherche sur une matière que l'élève aurait choisi lui-même. Donc, ça peut être l'histoire, ça peut être les maths, ça peut être la biologie. Donc, qui prépare vraiment les élèves pour les universités, le troisième niveau. Et puis, je dirais que la philosophie et la pratique de cette réflexion et autonomie, les approches de l'apprentissage, où j'ai ouvert ma partie de la discussion, qui forment l'élève en tant que chercheur et en tant qu'étudiant. Donc, ce sont plus des étudiants que des élèves, en fait. Au niveau de difficulté et contenu, je dirais que les matières que les élèves suivent à higher level sont probablement au même niveau, s'ils sont pas plus avancés que les A-level. Les matières en standard level sont probablement pas aussi compliquées, mais il y en a six à faire et pas trois ou quatre. Donc, moi-même, j'ai fait des élèves, bon, ça m'a pas désavantagé, mais je reconnais que suivre la vie aurait été une meilleure chose pour moi-même. Mais bon. Donc, voilà, On c'est ce que se, je dirais. on se dit tous ça, je crois. J'ajouterais aussi Ouais, du ouais. côté américain on a souvent des questions sur les AP, que comme Damien il vient de dire, l'IB c'est un diplôme complet. Il n'y a pas une sélection de certaines de ces six matières et de certaines des trois cœurs, théorie de la connaissance, mémoire, etc. Donc en fait on est noté sur les six sujets et on est également noté sur le CAS, créativité, activité, service, la théorie de la connaissance et la mémoire tant qu'avec les A-level et avec les AP classes, on a en fait on a des notes qui sont un peu déjumelées les unes les autres. Donc on crée quelque chose, mais il n'y a pas ce fil conducteur qu'on se retrouve avec l'IB qui fait que ça soit un diplôme complet. Morgane, si tu avais quelque chose à ajouter, peut-être? Oui, peut-être plus par rapport aux questions qui ont suivi Ah oui. sur. Alors, donc ça, je pense que là, on a répondu quand même un petit peu à la question des higher level et standard level. Il y a une question, c'est est-ce que les universités ouvertes à l'IB ne considèrent que les trois matières higher level dans leur sélection d'élèves et les autres matières standards peuvent être considérées comme des options? Alors, bien sûr, ça va dépendre des pays et des endroits, mais en règle générale, je dirais non.
C'est vraiment des matières qui sont considérées à part entière. On n'a pas cette idée d'option dans l'IB. Euh, Bien sûr, il y a certains pays, par exemple au UK, ils peuvent vous demander d'avoir un certain nombre de points dans les matières supérieures, mais ils vont quand même regarder toutes les matières en Grande-Bretagne. J'avais une Euh, question avant aussi. Donc, doit-on suivre le cours enfin, heure 12 et heure 13 pour pouvoir présenter une matière à l'IB? Par exemple, pour présenter la langue maternelle en matière, donc sans suivre forcément le cours pendant l'année. ouais, alors, moi, ça m'intrigue toujours ce genre de questions parce que je me dis que, alors vu que vous aviez parlé des A-level avant, j'imagine que vous suivez un cursus A-level. Et du coup, je me demande pourquoi vouloir présenter en IB plutôt que de faire un AP. Mais alors peut-être qu'après, c'est moi qui sais pas, parce que je pense qu'on peut le faire aussi en candidat libre, le AP. Peut-être que Isabelle peut répondre. Enfin, Je ne sais pas ce que c'est un AP, pardon. Ah, pardon. Ah, bah, c'est comme le A-level, non, c'est pas pareil? Ah, d'accord. C'est américain. Ah Non, oui, c'est pardon, différent. oui. C'est l'advanced Oui, placement. oui. Donc, est-ce que vous pourriez aussi présenter un A-level en candidat libre? Non, oui, ça n'a rien à voir avec le high level. Ma question, c'est Ah, effectivement juste, mes filles sont donc françaises et elles parlent la langue. Et c'était savoir leur éviter de prendre une matière et de quand même présenter cette langue où elles peuvent avoir une des bonne bonnes note. notes. Ou est-ce que ça sert à rien parce que c'est pas cohérent pour les universités qu'une française passe français. Enfin, voilà. Je peux prendre oui, la parole, Morgane? vas-y. Après, je... Alors, c'est compliqué dans toutes les matières de le faire. Il n'y a pas cette notion de candidat libre. Donc, si c'est ça votre idée. Oui. Donc, il y a plusieurs raisons. Tout d'abord, je crois que une partie de chaque matière, comme je vous ai expliqué, est composée de recherches individuelles, donc ce qu'on appelle internal assessment, donc qui doit être suivi par un professeur. Donc, pour valider que c'était le travail indépendant de chaque élève. Donc, c'est pas vraiment quelque chose qui est possible. Par contre, le seul endroit où c'est possible vraiment, c'est dans les langues maternelles, la littérature, parce qu'il y a cette possibilité de faire ce qui s'appelle self-taught. Donc, normalement, c'est avec l'aide et le soutien de l'école, parce que chaque élève doit être lié avec une école pour pouvoir passer l'examen. Donc, nous, par exemple, on a des élèves qui ont déjà passé les examens de l'année précédente et qui veulent les repasser pour avoir de meilleures notes, par exemple. Mais ça présuppose que tout le travail qui a été fait était validé par un professeur dans une autre école. Donc, pas vraiment, mais dans les langues, dans certaines circonstances, oui. Et, et si juste je peux rajouter aussi, c'est se poser la question de se dire de la plus-value, effectivement, parce que Oui. si elle suit déjà un programme IB, qui va être assez conséquent en termes de travail à produire dans les 6 matières dans lesquelles qu'elle aura sur son emploi du temps. Est-ce que ça vaut le coup de rajouter une matière en plus et pas l'incorporer directement dans l'emploi du temps parce qu'elle devra quand même produire du travail euh, à un niveau conséquent en fait. Donc c'est des questions à se poser, je pense, effectivement, en Mais je fonction pense que du profil et la de... question, c'est peut-être aussi est-ce qu'elle peut la présenter, mais sans du coup assister au cours pendant l'année, puisque en considérant elle a peut-être pas besoin de suivre le cours. Mais ça, j'en suis pas sûre, hein. Parce qu'il y a quand même des méthodologies et voilà, pour présenter. Il suffit pas de savoir parler français pour Oui, bien Oui, sûr. réussir c'est l'épreuve ça. de Il y a, français. il Enfin, y a- il y a j'ai une compris sur question la de, question. question de production littéraire et d'analyse littéraire Voilà, qui, la méthodologie et voilà, il oui, faut. qui est compliqué. D'accord, merci. Et excusez-moi, je voudrais revenir sur la question des trois meilleures, des trois matières high et standard, parce que je ne sais pas si c'est pour aller faire une filière ingénieur, pour prendre cet exemple. J'imagine qu'un critère de sélection va être de regarder les trois matières, physique, chimie, et maths. Et dans ce cas-là, c'est pour ça que je parlais d'options, c'est-à-dire si le gamin prend théâtre parce qu'il aime ça et voilà, est-ce que
les universités ont comme ça, vont se focaliser dans leur sélection, les universités anglaises ou quoi, sur les 3 higher et elles attendent moins sur les autres ou est-ce que c'est un petit plus? Voilà et éventuellement, est-ce que vous auriez un peu une espèce de guideline générale sur les filières et les matières qui sont, recommandées de faire pour ces filières? Je voudrais juste, pardon, je voudrais juste faire une toute petite intervention entre la question d'Isabelle et votre réponse, parce que ça n'a pas été abordé. À l'IB, à la fin, c'est un examen. Euh, et on reçoit un certain nombre de points. Donc, effectivement, il y a le contrôle continu avec les notes qu'on a eues dans les matières. Dites-moi, hein, Courtney, Morgane et Damien, si c'est pas le cas. Mais ce qui est important, c'est quand même le résultat final, le nombre de points qu'on a sur 45 à la fin. Est-ce que le fait qu'on ait des meilleures notes en high level et des peut-être moins bonnes notes en standard level ou l'inverse, ça a beaucoup d'importance. Ça rejoint un peu la question d'Isabelle. C'est pas comme en France où on a, ouais, je sais pas, c'est peut-être moi qui rend confus ce qui n'est pas. Non, il n'y a pas de souci. J'ai juste oublié la question d'Isabelle. La Sur, question, peut-être je peux sur répondre. l'ingénierie, les combinaisons de matières. Ouais. Ok. En fait, donc, effectivement, si un élève qui veut faire ingénieur, par exemple, il va avoir des prérequis en termes notamment scientifiques et mathématiques. Donc, l'important, c'est qu'il prenne ces matières-là. Effectivement, il a la possibilité donc de choisir ces matières, donc c'est important de le faire. Euh, Encore une fois, les sciences sont divisées hein, dans l'IB, donc c'est vraiment une question à réfléchir. Est-ce que je prends mes 2 sciences à higher level ou est-ce que j'en prends une à standard level? Enfin, il y a toute une réflexion à avoir. Mais pour autant, il n'y a pas de matière qu'il ne faut pas prendre. Effectivement, il peut très bien faire euh, physique, chimie et maths, et théâtre et une langue et ça va pas poser de problème pour les universités tant qu'il a les notes dont il a besoin. Et donc souvent, il y a un prérequis de matière et il y a aussi un prérequis de notes. Donc souvent, ils vont dire, OK, il faut que tu aies fait tel cours de maths et que tu obtiennes telle note au minimum. Euh, Et Notamment alors pour, ça, comment est-ce qu'on le sait et comment on peut orienter nos enfants pour avoir la meilleure stratégie dans le choix des matières et dans voilà. Alors, ça, effectivement, Les- c'est tous les sens de, de notre travail. Ouais. Et la réponse est très variée, ça va vraiment dépendre d'où vous voulez aller. Vous avez mentionné la Grande-Bretagne. L'avantage de la Grande-Bretagne, c'est que enfin, c'est très facile de trouver les requirements. Vous avez juste à aller sur le site de l'université et ça va vous dire très clairement les requirements d'entrée, les entry requirements. En revanche, pour la France, c'est beaucoup plus vague. Par exemple, si vous voulez faire ingénierie en France, bah oui, c'est bien d'avoir pris physique, chimie peut-être, maths c'est bien aussi, mais ils vont pas vous dire les niveaux exacts que vous devez atteindre. Et comme le disait Cécile tout à l'heure, effectivement, ils vont vous demander des prérequis de matière, de notes dans ces matières, et ils vont aussi vous demander un prérequis de notes globales Mhm. à la fin. Euh, donc, je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, ça y répond en partie et c'est vrai que mais là où l'orientation est difficile, c'est est-ce qu'il faut aller taper à la porte alors on a aussi dans leur école un pool de personnes qui peuvent aider et conseiller, mais néanmoins le point de départ c'est qu'est-ce qu'elle veut faire, vers quoi elle veut s'orienter. Et c'est vrai que moi aujourd'hui, je me pose juste la question, c'est est-ce qu'il faut taper à la porte de chaque université où on se dit tiens peut-être ça pourrait être une université intéressante et voir leurs prérequis et s'intéresser comme ça, ou est-ce qu'il y a quand même voilà un endroit où on peut trouver voilà votre enfant veut faire ingénieur au UK aux États-Unis il faut plutôt voilà faire telle ou telle matière, votre enfant veut faire droit c'est tel et tel ça et effectivement certaines universités préfèrent que vous ayez fait je sais pas 2 langues plutôt qu'une ou voilà est-ce qu'il y a comme ça un peu des guidelines qui peuvent aider dans l'orientation. À ma connaissance,
Non, l'IB ne propose pas de ce genre de document. C'est vraiment, si elle a des gens et des conseillers d'orientation dans son école, je lui conseille vraiment d'aller leur parler parce que c'est eux qui vont avoir ces informations-là. C'est aussi eux qui vont les connaître. Euh, et donc, en fait, il faut trouver une porte d'entrée la plus facile pour vous. Soit vous vous dites, OK, on sait le pays, et du coup, là, ça va vous orienter facilement Mhm. vers des recherches. Soit vous savez la matière, ce qui serait intéressant. Euh, et après, si vous ne savez pas du tout, c'est des discussions ouais, à avoir. D'accord. Et en tout cas, ma logique de me dire il y a des higher et standard, c'est quand même erroné du coup de se dire avant tout c'est les higher level qui vont être regardés dans la sélection des profils d'étudiants. Encore une fois, ça va dépendre des pays et ça va dépendre des universités et des programmes. Mais dans l'ensemble, ça va être considéré de manière assez globale, en règle générale. Il y a très peu de pays qui regardent juste les higher level. D'accord. Ok, très bien, merci. C'est pas, je suis désolée, c'est pas des réponses. Souvent, Non, la réponse qu'on donne le plus, nous, quand on fait des entretiens et des réunions, c'est ça dépend. Donc oui, mais c'est vrai que ça peut paraître un peu vertigineux au départ, mais vraiment ça se fait. C'est vertigineux parce que c'est beaucoup d'options. C'est sûr que si vous choisissez un programme national, vous allez vous poser beaucoup moins de questions. Euh, Après, l'essence même de l'IB veut qu'on se pose des questions. Donc ça continue. Ça continue. ok. Je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose, Courtney. Non, je pense que vous avez trouvé justement, tu as trouvé le point final pour peut-être regrouper tout le sentiment, c'est qu'on se pose des questions. Ce n'est pas même dans une heure qu'on va répondre à toutes les questions, mais c'est vrai que c'est aussi le processus de réflexion, comme tu as décrit tout à l'heure, de se poser des questions, de réfléchir, d'explorer et de trouver les réponses. Euh, parmi des collègues, etc., qui ont des compétences. Et comme tu disais, Courtney, si l'IB ouvre le monde, forcément, ça multiplie les options, Ouais, forcément, ça multiplie les universités, ça multiplie les pays, et donc ça multiplie aussi les démarches pour accéder, pour faire les demandes d'admission, etc. C'est sûr. tout à fait. On sait qu'on peut s'adresser à vous, voilà, pour toute question qui serait un peu très personnelle ou qui surgirait après. Voilà, ça, on peut pas effectivement faire le tour de la question en une heure, mais ça laisse la possibilité de vous contacter. On mettra aussi les coordonnées de Courtenay et le site de l'école qui le permettront. Voilà. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup à tous ceux qui ont participé. Merci à Courtney Morgan et Damian pour nous avoir éclairés et nous avoir guidés un peu dans les méandres de l'IB, on va dire, parce que c'est un peu comme ça que ça apparaît souvent quand on est novice, ou même quand on y est un petit peu dedans. En tout cas, un grand, grand merci pour la clarté de vos explications. Et puis je recommande à tous les participants qui veulent vous contacter, effectivement, de le faire via le site ou via l'email de contenu qui est dans le chat. Je vous remercie tous et je vous souhaite une très bonne après-midi. Merci Merci à beaucoup. vous. Merci à tous. Merci. Au revoir. Merci, Au au revoir. revoir. Au revoir.